Chaque jour une histoire vraie, une info qui nous éclaire, des mots justes, des faits sincères, c'est la première, la lumière. La première TV, authentique, pure et claire, présentée par Saint-Tige Senga, la voix qui nous éclaire. Clash. Ensemble, on découvre le monde tel qu'il est, Sans masque, sans détour, toujours vrai, toujours vrai. la première TV, la vérité, c'est notre affaire. Pure et claire, authentique lumière. La première TV sincère. Bon après-midi à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre édition. On parle des Mikenge, des Kakenge et des Kalingi qui est de nouveau sous les drapeaux congolais. Eh oui, c'est une victoire qui ravive l'espoir dans les hauts plateaux des Fizi. Dolobela Mokote, Zami Kenge, Kakenge et Kalingi également. Dans les hauts plateaux du territoire des Fizi, nous sommes au Sud Kivu. Une nouvelle importante a redonné l'espoir à de nombreux Congolais aujourd'hui mercredi 10 juin. Selon plusieurs sources locales, les rouleaux compresseurs de la RDC ont repris les contrôles des localités stratégiques des Mikenge, des Kakenge, des Kalingi après de violents affrontements contre la coalition rebelle Tuaneo M23 au lieu de Salama Vouma, donc Salama Vouma faire des déclarations sur les réseaux sociaux en disant qu'ils ont la force, ils peuvent se mesurer aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc voilà, c'est ça le résultat, chers téléspectateurs, même pas 48 heures. Cette reconquête intervient moins de 48 heures après la prise de Mikenge par le rebelle dans la matinée du lundi 8 juin. Face à cette avancée ennemie, l'armée congolaise a rapidement réorganisé sa riposte. Des unités d'élite, notamment la redoutable unité spéciale connue sous le nom des Ibu, appuyée par d'autres forces engagées sur le terrain, ont lancé une contre-offensive qui a permis le rétablissement de l'autorité de l'État dans ces zones stratégiques. Vers 9h30 de ce mercredi, les drapeaux nationaux flottaient à nouveau sur Mikenge, Kakenge et Kalingi. Pour de nombreux habitants du Haut-Plateau, cette image symbolise bien plus qu'une simple victoire militaire. Elle représente la résilience d'un peuple qui refuse de voir son territoire morcelé et sa souveraineté remise en cause. Le Haut-Plateau des Fizi occupe une position stratégique dans l'équilibre sécuritaire du Sud Kivu. Le contrôle de ces localités permet de sécuriser plusieurs axes et de renforcer la présence de l'État dans une région régulièrement secouée par les activités des groupes armés. C'est pourquoi la reprise de Mikenge, de Kakenge et de Kalingi est perçue comme un succès militaire majeur. Selon plusieurs témoignages recueillis dans la région, les combattants de la coalition Tuhanero M23 auraient abandonné certaines de leurs positions sous la pression de l'offensive des FARDC. Des sources locales parlent même d'une désorganisation importante dans les rangs rebelles. Pour tout Congolais attaché à l'unité nationale, cette évolution constitue un motif de fierté. Depuis des décennies, les populations de l'Est du pays vivent sous la menace permanente des groupes armés et des ingérences étrangères. Et puis depuis des années également, nous on savait que une fois que ces rebelles prenaient une partie de la République démocratique du Congo, c'est pour 2 mois, c'est pour des années. Mais maintenant, la durée diminue. Les rouleaux compresseurs de la RDC sont capables de se réorganiser aussi rapidement que possible et de passer à l'attaque. Chaque village récupéré, chaque colline sécurisée, chaque drapeau congolais hissé à nouveau représente une avancée dans les longs combats pour la paix et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous devons savoir que cette victoire rappelle également le courage des militaires congolais engagés au front dans des conditions souvent extrêmement difficiles. Jour et nuit, ils défendent l'intégrité territoriale du pays et protègent les populations civiles contre les violences imposées par les groupes armés. C'est pas facile. Nous avons des forêts, nous avons des savanes, nous avons des insectes qu'on ne peut même pas citer les noms. Mais les enfants du pays, les dignes fils de la RDC choisissent d'entrer dedans, de dormir là-bas pour la protection de notre grand pays, de notre continent RDC. Mais au-delà de la satisfaction légitime suscitée par cette reconquête, la vigilance demeure nécessaire.
Les combats signalés dans certains secteurs environnants montrent que la menace n'est pas totalement écartée. La consolidation de positions reprises et la sécurisation durable de populations devront rester une priorité pour les forces loyalistes. Aujourd'hui, les messages envoyés depuis le haut plateau de Fizi est clair. Malgré les défis, la RDC demeure debout. Mikenge, Kakenge et Kalingi sont à nouveau sous le contrôle de nos rouleaux compresseurs de la RDC. Les drapeaux bleus, rouges, jaunes continuent de flotter sur cette partie du territoire national. Pour le patriote congolais, c'est un symbole fort de résistance, d'unité et d'espérance pour l'avenir du pays. Pendant ces temps, chers téléspectateurs, nous avons des alertes au niveau des Mikenge. Vous savez, des sources de jeunes résistants Wazalendo, c'est-à-dire les dignes fils du pays qui sont sur place en train de vérifier les 1 cm de leur terre, signalent la présence des mercenaires français dans le haut plateau des Fizi. Selon les informations en provenance du front des Mikenge dans le haut plateau des Fizi, des sources locales font état de la présence des mercenaires français aux côtés de la coalition RDF 123, Red Tabara et Tuhanero. Chers téléspectateurs, les sources rapportent plusieurs ressortissants étrangers, surtout français, participeraient aux opérations militaires menées dans cette partie du territoire des Fizi. L'objectif est de repousser les forces armées de la RDC afin de les empêcher de reprendre le contrôle du centre de Minembwe. C'est une situation qui rappelle Roubaïa, n'est-ce pas? Selon ces mêmes sources, les schémas observés aujourd'hui dans les hauts plateaux des Fizi seraient similaires à celui signalé précédemment dans la zone de Roubaïa, où une présence des mercenaires français avait été signalée aux côtés des rebelles rwandais M23 RDF. Des acteurs locaux dénoncent ce qu'ils considèrent comme une contradiction entre les discours officiels de la France en faveur de la souveraineté de la RDC et les allégations de présence des ressortissants français dans la zone des conflits. La France reste hypocrite et alimente les conflits sous la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Parce que les enfants qui sont sur place sont en train d'alerter jour et nuit en disant que nous sommes en train de voir le mercenaire français et les autres, en tout cas des étrangers, dans les rangs des ennemis de la République. Pendant ces temps, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jusqu'à la matinée de ce mercredi 10 juin dans plusieurs localités du territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. Ça veut dire, chers téléspectateurs, pendant que vous êtes en train de vaquer librement à vos occupations, sachez que dans d'autres parties de la République, il y a des affrontements. Selon plusieurs sources locales, les affrontements opposent les groupes armés Wazalendo aux rebelles de l'F-123. Les combats ont notamment été signalés dans les localités de Kishonja et aussi Kasenyi, où la situation reste tendue. Les mêmes sources expriment leur inquiétude quant aux conséquences de cette reprise des violences, notamment sur les déroulements des activités scolaires dans la zone. Après une journée de mardi déjà marquée par une reprise des hostilités, les tirs nourris ont de nouveau été entendus tôt ce mercredi matin dans le village de Kachovu et ses environs. Nous sommes bien sûr dans le groupement Ufomandou. Les affrontements ont également été signalés à Kasenyi dans le groupement de Kibabi. D'après des sources locales, les éléments de la coalition Lamouka et du groupe armé GAV, ça veut dire groupe armé de volontaires, auraient riposté à une attaque lancée par des rebelles de l'AFC 123 dès 5 heures du matin. Les combats avaient déjà été rapportés mardi dans le village de Kazinga, vous vous souvenez, situé dans les groupes Manyamaboko, en secteur de Sobanyungu. La société civile locale indique que cette nouvelle escalade de violence provoque le déplacement des populations et perturbe les activités socio-économiques dans plusieurs zones affectées. À la veille des tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, qu'on appelle bien sûr TENASOSP, et à quelques jours du début d'examen d'État 2026, la société civile redoute les perturbations de l'organisation des épreuves. Elle appelle les autorités scolaires à prendre des mesures préventives afin de protéger les élèves concernés et de limiter l'impact de l'insécurité sur leur participation aux examens. Autre chose, chers téléspectateurs, selon le confrère Anaël Marlon, nous devons comprendre le rôle du Rwanda dans le réseau international du coltan et la traçabilité contestée. Le Rwanda comme facilitateur de la contrebande en Afrique centrale. Une enquête de Global Witness met en lumière un système complexe impliquant les coltans extraits dans l'Est de la République démocratique du Congo, ses circuits de contrebande et son intégration dans l'échelle mondiale de l'électronique. Il y a Amazon, Ericsson et Sony figurent parmi les entreprises qui sont approvisionnées en coltan auprès des chaînes d'approvisionnement contrôlées par le rebelle du M23FC soutenu par qui? Mais le Rwanda. Comment le coltan de la RDC se retrouve-t-il dans les chaînes mondiales malgré les mécanismes de contrôle?
Tout cela, chers téléspectateurs, c'est les mines de Roubaïa qui est au cœur du système. Les coltans extraits à Roubaïa représenteraient une part importante du total mondial. Selon l'enquête, ces zones minières seraient fortement influencées par les groupes armés, surtout rwandais, dans un contexte de conflits persistants dans l'est de la République démocratique du Congo. Et deuxièmement, il y a un circuit de contrebande transfrontalier. Une partie du coltan serait sortie illégalement de la RDC vers le Rwanda. Une fois mélangé aux flux commerciaux, il devient difficile de distinguer l'origine exacte des minéraux. Cela créerait une zone grise dans la traçabilité des minéraux. Il y a maintenant les réseaux d'exportation et d'intermédiaires. Les coltans seraient ensuite revendus via les intermédiaires internationaux. Le flux aboutirait alors dans les fonderies en Chine ou tout simplement au Kazakhstan où il est transformé en tatala. Ce processus alimente ensuite la production mondiale du composant électronique. Voilà, le volume important et de flux sont très concentrés. L'enquête évoque plus de 2000 tonnes de coltan de contrebande. Les exportations du Rwanda auraient fortement augmenté ces dernières années. Une grande partie du flux serait concentrée entre quelques entreprises exportatrices. Selon Global Witness, les coltans liés au conflit pourraient se retrouver dans des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les entreprises technologiques internationales pourraient être indirectement concernées via leurs fournisseurs. Il s'agit d'un risque de contamination des chaînes et aussi non-accusation judiciaire directe. Il y a un système de traçabilité remis en question, en tout cas dans tout ce que nous venons de voir. Les mécanismes comme Better Mine Audit de Hermes sont cités. Selon les rapports, ces systèmes n'auraient pas empêché l'infiltration de minerais de conflit. Et certaines failles permettraient aux coltans de circuler sans origine clairement vérifiée. Le rapport décrit un circuit global. Il y a RDC, ça passe par des contrebandes. Il y a des transits et des exports industriels mondiaux. Un système complexe où minerais, conflits et économie mondiale s'entrecroisent. Et voilà, chers téléspectateurs, il y a toujours le soleil, il y a toujours la nuit. Tout ce qui peut croire qu'ils sont éternels, ils se trompent lourdement. La République démocratique du Congo va reprendre de son autorité. La République revêtira de sa plus belle robe. Les ennemis d'aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. Bon, il faut d'abord dire que ce sont des projets extrêmement importants. Et je dirais même qu'ils relèvent d'un courage politique sans pareil. Parce que vous savez, aujourd'hui, le principe, c'est quoi? Les investisseurs, les capitaux étrangers viennent au Congo travailler avec toutes les potentialités qu'il y a au Congo et à importer même la main-d'œuvre au Congo, alors que le Congolais lui-même n'arrive pas à tirer des dividendes de tout ce qu'il y a comme richesse, de tout ce qu'il y a comme possibilité économique dans son propre pays. Si aujourd'hui vous voyagez, vous allez ailleurs, dans tous les pays qui voient leurs nationaux évoluer sur le plan économique, vous avez des exemples, je ne citerai pas ici les Dangote au Nigeria, en Afrique du Sud, n'en parlons pas, en Ouganda, partout. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle le local content, le contenu local. Au Congo, il y a la main-d'œuvre. Au Congo, il y a la possibilité de trouver des services. Au Congo, il y a également des capitaux. Et donc, ces deux projets de loi, qui sont pratiquement de même nature, visent à permettre à tout Congolais d'accéder sur le plan économique aux dividendes de son pays en tant qu'entrepreneur dans la sous-traitance et également recourir à ce que le Congolais, lui également, produit au Congo. Il est anormal que pour certains services, que seuls les expatriés puissent les exécuter. Le petit commerce, la sous-traitance, les Congolais peuvent également apporter quelque chose. Et j'ai particulièrement apprécié un amendement porté par un collègue Fonchi qui voudrait que les marchés publics, pour les marchés publics, qu'on réserve un quota, il a même précisé 51% pour les Congolais. Il est anormal que les fonds publics, quand une entreprise d'économie, une entreprise publique lance un marché, qu'il n'y ait que des expatriés qui gagnent tous les marchés. Les fonds sont congolais. Il faudrait qu'il y ait un quota pour les entreprises à capitaux congolais qui puissent gagner ce marché. Ce n'est que comme ça que le chef de l'État va atteindre son objectif de créer des vrais millionnaires. On ne peut pas concevoir qu'une entreprise étrangère vienne ici, travailler sur le sol congolais, importer la main-d'œuvre étrangère, alors que les Congolais sont à la maison, ils n'ont pas de travail.
les Congolais peuvent travailler. Les Congolais peuvent aussi offrir des biens, ils peuvent aussi offrir des services. Et donc, il faut un cadre juridique qui puisse promouvoir ces entreprises congolaises, quoique faibles, mais il faut maintenant aller un peu plus loin, voir le côté formation, voir le côté transfert des technologies. Comment outiller ces entreprises congolaises de sorte qu'ils soient compétitifs, capables également de travailler, de booster l'économie, de produire dans leur pays. D'abord, la précision de certains termes. Vous l'avez suivi, c'est une loi qui a été votée, mais qui souffrait de l'application, de son applicabilité, parce que beaucoup de termes étaient confus. Là, nous avons eu vraiment à préciser la clarté, la cohérence, que dit ce terme. Et nous avons mis un accent en particulier sur la sanction. Vous savez, une loi sans sanction n'en est pas une. Là, la récidive est une sanction, est un comportement puni sévèrement. On ne peut pas comprendre qu'une entreprise qui embrasse, qui cumule des milliards de dollars, qu'il y ait des sanctions du genre 1 million de francs congolais. Ils vont violer la loi parce que 1 million de francs congolais, c'est rien par rapport aux millions de dollars qu'ils font en termes de bénéfices. Mais quand la sanction suit un pourcentage assez important par rapport à leurs bénéfices et même au chiffre d'affaires, la sanction va jouer son rôle dissuasif. C'est pourquoi la commission ECOFIN a travaillé à un peu endurcir le ton sur les sanctions. Mais également, nous avons fait attention aussi au climat d'affaires. Vous savez que nous sommes dans un village planétaire, comme on dit. Il y a beaucoup d'investissements extérieurs qui viennent. Le climat d'affaires, c'est un élément important, même un indicateur économique important. Nous avons tenu compte de tout ça pour être l'église au milieu du village, mais surtout penser aux Congolais qui doit également tirer les dividendes de son pays. Un grand marché, une grande potentialité en termes de ressources naturelles. C'est un grand marché et le Congolais doit se retrouver ici. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que s'achève notre émission de l'après-midi. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'on se retrouve dans les heures qui suivent pour d'autres séries d'actualité. N'oubliez pas que sur les lignes de front, il y a les affrontements. Ça veut dire que nous allons revenir avec beaucoup plus de détails. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous s'il vous plaît. On se retrouve dans les heures qui suivent. À la présentation, c'est ça, Tiché Senga. Portez-vous bien. Chaque jour une histoire vraie, une info qui nous éclaire, des mots justes, des faits sincères, c'est la première, la lumière. La première TV, authentique, pure et claire, présentée par Saint-Tiche Senga, la voix. Ensemble, on découvre le monde tel qu'il est. Sans masque, sans détour, toujours